Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour. Vous êtes déjà plusieurs dans la salle, bienvenue. On va démarrer d'ici quelques minutes, hein. Il nous reste encore 5 minutes avant le début de ce webinaire que nous allons faire ensemble au sujet de la mobilité électrique. Donc il y a plusieurs personnes qui sont là. Je vois que certains ont dit bonjour dans le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein. C'est le petit onglet que vous avez en haut à droite de votre écran. Où vous pouvez cliquer sur chat participant et on va pouvoir échanger ici, se dire bonjour. Voilà, je vois que Sylvie, Henri, Bernard, Ludivine, Marine, Olivia ont déjà dit bonjour. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Encore 5 petites minutes de patience et puis nous allons démarrer à l'heure prévue. Pas mal de personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous êtes bien installés. Vous pouvez utiliser à tout moment le chat pour discuter, pour poser des questions. N'hésitez pas, vous avez également un support technique qui est assuré ici par Mohamed qui a mis un message tout en haut. Il lit ce chat, il voit tout ça en direct. Donc si vous avez un souci technique, il saura à même d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, alors, tac, encore 5 minutes, 4 minutes maintenant. Voilà, hop, vous avez justement un petit message de Mohamed en bas, notre support technique qui vous dit de plutôt utiliser Google Chrome ou Mozilla si vous avez besoin. Mais effectivement, sur Google Chrome, ça fonctionne très bien. Parfait, merci Ludivine, c'est noté pour Benoît. Les participants et participantes arrivent petit à petit. C'est très bien. On attend pas mal de monde aujourd'hui, donc surtout, n'hésitez pas vraiment à utiliser ce chat pour poser des questions. Moi, je vois vos questions en direct et ça me permettra d'y répondre à l'oral lorsque vous avez besoin de me solliciter. Vraiment, n'hésitez pas, c'est très utile. Effectivement, pour ceux qui sont en train de suivre ce webinaire, pensez à fermer les autres fenêtres de votre navigateur Internet, les différentes applications que vous avez sur votre ordinateur. Vous gagnerez en fluidité au niveau de l'affichage de tout ce qu'on va faire aujourd'hui sur ce webinaire. Bonjour Anna, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Hop, parfait. Bienvenue, encore quelques petites minutes de patience. On va attendre l'heure de démarrage officielle. Il est bientôt 10 heures. Merci en tout cas pour votre ponctualité, pour tous ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont là. Bonjour Fabrice également. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent, hein, utilisez le chat, hein, le petit onglet en haut à droite que vous avez, chat participant. Ça vous permet de communiquer avec moi ou avec le support technique qui est assuré par Mohamed, qui a déjà donné plusieurs messages. Donc quelques recommandations. Fermez bien les autres fenêtres de votre navigateur Internet ou ce que vous utilisez qui peut être un peu énergivore sur votre ordinateur. Ça fluidifiera l'utilisation et la vision de cette conférence, de ce webinaire. Et on va démarrer d'ici 2 minutes maintenant. Ça y est, les participants commencent à nous rejoindre. On a de plus en plus de monde. On est pas mal du tout. Hop. Alors, bientôt 10 heures. Bonjour Jean-Luc également, merci pour le petit message. Bonjour tout le monde, ceux qui nous rejoignent. On commence à avoir pas mal de monde dans la salle. Hop. Allez, démarrage dans 1 minute bientôt. On va démarrer à l'heure pour tous ceux qui sont avec nous. Hop. Tac. On a de plus en plus de participants, c'est en train de se connecter. Magnifique. Eh bien, écoutez, il est 10 heures. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire tous ensemble. Je vais partager avec vous un document que vous devez voir apparaître à l'écran. C'est ce support qui va nous servir de base pour pouvoir échanger et pouvoir vous présenter ce webinaire tout autour de l'électrification. L'objectif est de savoir pour vous, professionnels, pourquoi vous auriez besoin, pourquoi renouveler son parc automobile.
pour une entreprise en se dirigeant vers des solutions de véhicules électriques? Quels sont les intérêts pour vous? Comment vous pouvez l'envisager? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pendant ce webinaire, je vais parfois faire apparaître, je vais vous faire participer, je vais faire apparaître des petits sondages où je vais vous poser une question, il faudra cliquer sur une réponse pour me donner votre avis et ce que vous pensez du sujet que je suis en train d'aborder avec vous. Et ça me permettra voilà, de rebondir et de solliciter votre avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à utiliser le chat si vous avez besoin. Et puis, répondez bien aux petits sondages que je vais afficher tout à l'heure. On va orienter cette présentation selon 3 axes. La première chose, le premier point que nous allons aborder ensemble, vous vous souciez certainement de l'empreinte écologique, de l'impact écologique de votre entreprise. C'est le premier point qu'on va aborder ensemble. On va parler d'éco-responsabilité liée bien sûr à l'utilisation d'un véhicule électrique, d'un véhicule électrifié. Ensuite, on verra quel est le quotidien d'un utilisateur de voiture électrique. À titre personnel, je suis utilisateur de voiture électrique au quotidien depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et je vais partager avec vous mon expérience. Je m'en sers professionnellement de son véhicule. Je fais aujourd'hui, avec 2 mois de confinement cette année, j'ai fait 51 000 kilomètres très exactement avec mon véhicule 100% électrique sur une année. Donc, pas mal d'expériences que je vais partager avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur l'utilisation. Ce sera vraiment le point numéro 2 qu'on va aborder. Quel est le quotidien d'un utilisateur de voiture électrique dans une utilisation professionnelle, bien entendu. Et puis enfin, le troisième point que nous aborderons, forcément quelque chose d'important pour vous, pour les sociétés, c'est le coût d'utilisation. Il y a des aides de l'État, il y a un coût de fonctionnement, d'utilisation, un coût de gestion de l'énergie électrique. Et puis on abordera tout ça ensemble, vous verrez, de façon assez ludique encore une fois. C'est parti, on va commencer par le point numéro 1, un point qui est important pour tout le monde, votre empreinte écologique, l'éco-responsabilité liée à l'utilisation d'un véhicule électrique. On est sur nos premières parties et je vais commencer par vous poser une question. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement sur les réseaux sociaux, par exemple. On voit très souvent des remarques de ce type-là en disant mais que si tout le monde roulait en véhicule électrique aujourd'hui, il faudrait construire de nouvelles centrales nucléaires, il faudrait augmenter drastiquement notre production d'électricité. Et je vais d'abord solliciter votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, j'ouvre un sondage qui va apparaître en haut à droite de votre écran, qui devrait apparaître sur votre écran aujourd'hui, et je vais vous demander de voter sur ce sondage, de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, si tout le monde roule en véhicule électrique, il faut augmenter le nombre de centrales nucléaires? Le vote est ouvert. Normalement, vous devriez le voir apparaître dans la partie sondage. Est-ce que c'est le cas? Tac. Alors, vos réponses n'arrivent pas pour l'instant. Est-ce que j'ai bien le sondage d'afficher chez vous? Ça y est, les réponses commencent à arriver. Je vous vois répondre. Magnifique. Parfait. Allez, je laisse les réponses arriver. J'ai pour l'instant 7 personnes qui ont répondu. Il m'en manque encore quelques-unes. Très bien. Ça répond. Magnifique. Hop. Alors, je vois qu'on a des petits messages dans le chat. Parfait. Vous voyez bien le sondage. C'est parfait. Moi, j'ai vos réponses qui arrivent. Ça y est, j'ai 13 personnes qui ont répondu. C'est en train d'augmenter. OK. Je vous laisse encore une petite minute et après, je vais clôturer tout ça. Pas mal. Allez, je vais avancer gentiment. Je vais pas fermer les votes pour l'instant. Je vais continuer à vous laisser répondre. Peut-être que voilà, les réponses arrivent là. Ça y est, j'en ai plein. Je vais quand même vous afficher un petit peu ce qui est ressorti. Hop, je clôt les votes. Aujourd'hui, vous devez voir les résultats du sondage qui sont affichés. En très grande majorité, vous m'avez répondu faux. Les 3/4 d'entre vous m'avaient répondu faux. Et un quart d'entre vous m'ont dit que peut-être oui, il faudrait augmenter le nombre de centrales. Moi, ce que je vais faire ici, c'est vous donner quelques infos. Je ne vais pas vous donner tout de suite la réponse. La première chose que je vous affiche ici, et le réseau électrique français est complètement transparent sur ces informations-là, c'est quelque chose que vous devez connaître et que vous pouvez consulter. On nous donne les chiffres vraiment détaillés de la production d'électricité. Donc, vous savez que chez nous, on a une grosse partie qui est faite en nucléaire et c'est quelque chose on va y revenir un petit peu plus tard, vous verrez dans la présentation. Mais vous devez noter ces informations qui sont affichées à droite. La production d'énergie verte, elle augmente d'année en année. C'est en train d'évoluer. Vous voyez, plus 21% pour l'éolien, plus 7,8% pour le solaire. C'est quelque chose qui évolue constamment. Et en fait, la part du nucléaire, d'année en année, est en train de baisser. Ça, c'est un premier point important. Lorsque vous êtes soucieux de votre empreinte écologique, ça va dans le bon sens. Voilà, vous savez que les énergies renouvelables, l'énergie verte, ça ne fait que progresser d'année en année.
Ensuite, si on regarde vraiment en détail cette production d'électricité, eh bien, en fait, notre bilan énergétique en France, il est positif. C'est-à-dire qu'on produit plus que ce qu'on a besoin. Vous avez certainement vu parfois qu'on a des pics de consommation où certaines régions de la France ont un petit manque d'électricité à certains moments, mais en fait, au global, sur l'année, on produit plus que ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la situation comme elle est aujourd'hui déjà, nous permettrait d'absorber beaucoup de véhicules électriques en plus. Donc il n'y a pas besoin, a priori, de construire de nouvelles centrales nucléaires. Là, si on fait une étude très poussée, c'est ce qui vous est affiché en bas, eh bien, on pourrait augmenter le parc de véhicules électriques de 900% sans que ça ne change absolument rien à la production d'électricité en France. On utiliserait juste ce solde qui est positif aujourd'hui et qu'on n'utilise pas. Donc ça, c'est une première information importante. Notre production d'électricité, elle permet aujourd'hui d'encaisser plus de véhicules électriques. En plus, si on va plus loin, il y a des études qui sont menées et qui sont faites par le réseau RTE, un réseau de transport de l'électricité en France. Il y a des scénarios qui sont envisagés et des scénarios, par exemple, à l'horizon 2035, celui que je vous affiche ici. C'est le scénario le plus haut qui est envisagé, c'est-à-dire qu'on a une production d'électricité qui va évoluer et surtout un nombre de véhicules électriques qui va évoluer fortement. C'est ce qui vous est donné ici. Alors, je ne vous lis pas tout le texte, vous verrez, je vous donnerai les liens à la fin si vous voulez creuser à titre personnel. Alors, très bonne question d'Hervé. Regardez, je reviens en arrière. Vous me dites 900%, combien de voitures électriques ça représente? Hop, c'est ce que je vous ai mis ici dans le texte en bas. C'est 1,5 million de VE supplémentaires. Si aujourd'hui, d'un coup, on faisait plus 900%, ça ferait 1,5 million de véhicules électriques supplémentaires que le parc automobile, là, aujourd'hui, en 2020, est capable d'absorber au niveau de la production d'électricité. Donc, on sait qu'il ne va pas y avoir plus 1,5 million de voitures électriques comme ça d'un coup sur le marché. Donc, on a le temps de voir venir. Et en plus, si on regarde les scénarios qui sont faits à 2035, eh bien, l'évolution de la production d'électricité et d'autres solutions que vous allez voir qui sont envisagées, eh ben, on sait qu'à 2035, la consommation électrique des voitures électriques va représenter entre 6 et 8%, environ 7% de la consommation totale d'électricité de la France. Donc, on est loin de saturer le réseau. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. On est loin de saturer le réseau et surtout, le réseau électrique anticipe ce changement du parc automobile français. C'est ce que je vous affiche ici en conclusion et je vous apporte la réponse. La réponse, c'était faux. On n'a pas besoin d'augmenter tout de suite le nombre de centrales nucléaires. Si aujourd'hui, on changeait tout le parc automobile, c'est-à-dire qu'on enlevait toutes les voitures thermiques, qu'on mettait que des voitures électriques à la place, oui, bien sûr, on manquerait d'énergie, mais ce n'est pas le cas. L'offre électrique et la consommation de voitures électrifiées et de voitures électriques sur le marché va aller crescendo, va monter progressivement. Donc aujourd'hui, on est capable tout à fait d'absorber ça. Et vous verrez que je vais tout à l'heure vous proposer des solutions pour optimiser un petit peu la gestion électrique, la gestion de votre charge. Et ça va dans le bon sens d'une stabilisation du réseau électrique. Donc c'est ce que je vous affiche ici en conclusion sur ce diaporama. On a aujourd'hui un réseau électrique qui est prêt. On a des prévisions qui anticipent cette évolution du marché de la voiture électrique. Et puis, en plus, c'est la dernière ligne que je vous ai mis en bas du tableau. Les véhicules électriques offrent de nombreuses possibilités sur la gestion de l'énergie. On va appeler ça le V2G, V2G qui est écrit là. Et on en parlera, vous verrez, un petit peu plus tard. Et c'est une vraie solution intéressante pour optimiser l'énergie. Si à titre personnel, vous souhaitez aller plus loin dans ce raisonnement, je vous ai mis 2 liens intéressants en bas que vous pourrez retrouver sur l'enregistrement de la vidéo et du webinaire qui permet de vous documenter sur ce sujet. Deuxième question que je vais vous poser. On parle très souvent du bilan carbone d'un véhicule électrique. Je vais ouvrir un deuxième sondage. Hop, il est ici. Je vais vous demander à partir de combien de kilomètres le bilan carbone d'une voiture électrique redevient positif. Parce que vous savez très certainement qu'à la production de la batterie va amener une pollution supplémentaire par rapport à un véhicule thermique, mais à un moment donné, ce bilan carbone va redevenir à l'avantage d'un véhicule électrique. Je vous ai ouvert les votes. Le temps que ça arrive chez vous, je vais vous laisser me donner votre avis sur le sujet. Vous avez différents kilométrages qui vous sont proposés. À votre avis, à partir de combien de kilomètres le bilan carbone d'un véhicule électrique redevient positif? Est-ce que c'est 10 000 km, 40 000, 80 000 ou 150 000? Que pensez-vous de ça? Il faut combien de kilomètres d'utilisation pour que ça redevienne positif? Ça y est, je vois vos réponses qui commencent à arriver sur le sondage. C'est parfait. N'hésitez pas à cliquer. Si vous n'en avez aucune idée, essayez de mettre un petit peu votre vision, votre pensée.
vous pensez que ça se situe où? Est-ce que c'est vraiment très long, 150 000, ou est-ce que c'est très peu, 10 000 km? Voilà, donnez-moi votre avis, c'est parfait. J'ai vos réponses qui arrivent. 8, très bien, magnifique. Parfait, ça évolue. Beaucoup de personnes participent. Merci pour votre participation, c'est bien, c'est dynamique. On a tout ce qu'il faut ici. Allez, hop, j'ai un peu plus de 20 personnes qui ont répondu. 25 personnes qui ont répondu, magnifique, on est bien. Ça évolue encore, je vous laisse répondre. Je vois que des personnes rajoutent encore des réponses. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Parfait. Allez, je clôt les résultats, je clôt les votes et je vais vous afficher un petit peu ce que vous m'avez donné. Donc là, normalement, vous allez voir les résultats du sondage qui ont été publiés. Vous m'avez répondu en grande majorité 40 000 km. Un petit peu plus de la moitié d'entre vous ont répondu 40 000 km. Je vois qu'il y a un message dans le chat. Ah, Olivia, pas le sondage. Bah, désolé, j'ai peut-être clôturé un petit peu vite pour Olivia, puisque j'ai beaucoup de personnes qui m'ont répondu. Hein. J'ai énormément de réponses qui sont arrivées. Vous m'avez majoritairement répondu à 57% d'entre vous, 40 000 km. Et certains ont mis 10 000, 80 000, 150 000. On va essayer de regarder ça ensemble. Bon, aujourd'hui, c'est pareil, on ne va pas lancer des chiffres comme ça. Il y a des études très précises qui sont données sur ce sujet. Celle que je vous affiche ici, c'est la dernière étude de l'AVER, donc l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Hein. C'est l'agence officielle, on va dire, pour les communications sur le véhicule électrique et le véhicule électrifié en France. Il y a une comparaison qui a été faite entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Alors celle-ci, c'est l'image récapitulative qui était parue dans le Parisien, par exemple. Mais ce sont les données qui sont intéressantes. Il y a deux constats importants à faire. La première chose, oui, la production de la batterie va représenter une pollution supplémentaire par rapport à un véhicule thermique. D'accord ? Donc c'est pour ça que le bilan carbone au départ, pour une voiture électrique, il est un peu moins bon que sur une voiture thermique. Mais par contre, à l'utilisation, un véhicule électrique, c'est un véhicule zéro émission. Et je vais détailler tout ça, j'ai bien dit à l'utilisation. D'accord ? Donc, on va avoir un véhicule qui, à la sortie, n'a pas de pot d'échappement, n'a pas d'émissions polluantes. Et en fait, son bilan carbone, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de la production d'énergie utilisée, puisque vous allez quand même utiliser de l'énergie. Donc, on n'a pas vraiment 0 grammes, on a quelques grammes, vous allez voir, on va le détailler. Et par exemple, c'est ce que je vous mets ici, en France, la production pourra-t-on revoir? Oui, 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 bien sûr. Vous aurez ce support et la vidéo est enregistrée pour Yves, donc vous pourrez revoir ça en détail en mettant des pauses sur les slides qui vous intéressent. Comme ça, vous aurez plus de temps pour lire les données. Et pareil, je vous mets des liens à certains moments que vous pouvez reconsulter après, puisque tout est enregistré et vous aurez accès à l'enregistrement complet de ce webinaire. Donc, en France, le bilan carbone, il est encore une fois totalement transparent. On sait que pour produire de l'électricité, aujourd'hui, ça donne des émissions de CO2 à 5 grammes au kilomètre en moyenne. Donc, en fait, un véhicule électrique, dans son utilisation, ce n'est pas vraiment 0 grammes, c'est plutôt 5 grammes en moyenne. Mais on peut encore optimiser tout ça. On est capable de choisir des fournisseurs d'électricité verte aujourd'hui. On est capable d'avoir vraiment une empreinte carbone nulle à l'utilisation. Et si en plus, je pense à de nombreuses entreprises qui sont équipées de panneaux solaires, de panneaux photovoltaïques, vous avez la possibilité vraiment d'avoir un bilan carbone à zéro à l'utilisation. Puisque vous produisez votre électricité, vous êtes capable de recharger directement avec des solutions que je vous donnerai tout à l'heure. Donc, si vous êtes soucieux de votre bilan carbone, vous êtes capable d'être à zéro si vous allez au bout de la démarche à l'utilisation de la voiture. Donc, elle a pollué un petit peu plus, bien sûr, à la production. Il y a une deuxième étude qui est importante que je vous mets ici, c'est qu'on parle très souvent du CO2, mais n'oubliez pas les particules fines. C'est une source polluante qui est extrêmement inquiétante. Il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment prendre en compte. Et lorsque vous utilisez un véhicule électrique, on a un système qu'on appelle le freinage régénératif. C'est-à-dire que vous allez avoir une décélération électrique qui va être importante et qui va vous faire économiser énormément les freins mécaniques, les plaquettes de frein de la voiture. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, la première source d'émissions de particules fines, c'est les plaquettes de frein. C'est le cas pour quand vous allez sur le quai d'un métro, les métros utilisent des freins mécaniques avec des plaquettes de frein. Vous avez déjà vu que le quai du métro, il est tout noir, il y a beaucoup de particules qui sont émises là-dessus.
C'est pareil pour une voiture. Donc, quand vous utilisez une voiture électrique, bah, en plus de ça, et on verra tout à l'heure les coûts d'utilisation, bah, vous utilisez moins les plaquettes de frein, les freins mécaniques. Donc, c'est encore mieux écologiquement. Donc, quand on parle du bilan carbone d'un véhicule électrique, bah, c'est imbattable ce bilan carbone. En plus de ça, moins de pièces d'usure. C'est ce que je vous affiche ici, par exemple, pour une Nissan Leaf. Aujourd'hui, une Nissan Leaf, c'est un véhicule où on n'a pas de vidange, il n'y a pas de filtre à huile, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Il n'y a pas de courroie de distribution, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de boîte de vitesse. Il y a beaucoup moins d'éléments aujourd'hui d'usure sur une solution électrique que sur une solution thermique. Vous avez peut-être déjà entendu parler des vannes EGR, des filtres à particules, toutes ces choses qu'on a mis en place pour dépolluer les véhicules thermiques. Et ben, ça tombe bien sur un véhicule électrique, il n'y en a pas. Donc la conclusion que je vous donne ici, c'est que le bilan carbone à l'utilisation d'un véhicule électrique, il est imbattable. Il n'y a pas de fluide usagé à récupérer, il n'y a pas d'emballage inutile pour transporter des pièces, il y a très peu de pièces d'usure. Donc si vous êtes soucieux de ça, bah, à l'utilisation, un véhicule électrique, c'est vraiment imbattable au niveau du bilan carbone. Donc à quoi on arrive dans les études les plus poussées? Aujourd'hui, si on prend le cas de la Nissan Leaf que je vous ai donné, eh bien, on arrive à un bilan carbone qui redevient positif à partir de 40 000 km. Vous aviez raison dans ce que vous m'avez donné dans les sondages. À partir de 40 000 km, eh ben, ça redevient positif et ça redevient un véhicule qui va prendre un net avantage sur toute sa durée de vie. On a des utilisateurs de voitures électriques qui ont des kilométrages qui sont très, très importants. Encore une fois, puisqu'il y a très peu de pièces d'usure, donc c'est très, très fiable à l'utilisation. Et bah forcément, quand vous avez dépassé 100, 150 000 km, votre bilan carbone, il est imbattable. Donc, si vous êtes soucieux de ça, bah, consultez le lien que je vous ai affiché ici en bas sur le site Carbone 4. Vous allez voir, vous avez plein d'infos là-dessus qui vous permettent d'aller plus loin dans cette démarche. Et encore une fois, vous aurez accès à la vidéo en détail pour revoir ces liens précisément. Ensuite, est-ce que vous connaissez, si on parle un peu de l'utilisation, on voit très souvent remonter des questions sur la durée de vie d'une batterie. Est-ce qu'elle va durer longtemps? Est-ce que je vais être obligé de la remplacer? Comment elle va se comporter dans le temps? Est-ce qu'au bout de 2 ans, j'ai perdu la moitié de mon autonomie? Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Encore une fois, je vous ouvre un nouveau sondage, je sollicite votre avis. Hop, on va attendre qu'il apparaisse chez vous. Est-ce que vous connaissez, chez Nissan par exemple, la période de garantie d'une batterie d'une Nissan Leaf, par exemple? Donc, c'est une batterie lithium. Voilà, le sondage s'affiche. Je vois que certains d'entre vous sont en train de répondre déjà. Est-ce que la batterie est garantie 3 ans? Est-ce qu'elle est garantie 5 ans? Ou est-ce qu'elle est garantie 8 ans? Je vous laisse répondre. Plusieurs personnes ont déjà répondu. Je vois vos résultats qui sont en train de s'afficher. Allez. Hop. Alors, je n'avais pas vu la question de Jérôme. C'est valable pour toute la production d'électricité française. C'est-à-dire que ça prend en compte les centrales et tout notre mix énergétique français. D'accord? C'est 5 grammes de CO2 par kilomètre. Et vous retrouvez ces infos vraiment détaillées sur le site RTE France. Vous avez de quoi aller chercher ces infos si vous êtes soucieux de l'empreinte écologique de votre société. Bon, moi, j'ai déjà beaucoup de réponses qui sont apparues là dans le sondage, dans les votes. Regardez, hop, je ferme pour qu'on puisse avancer. Vous allez voir les résultats. Vous m'avez majoritairement répondu 8 ans. Alors, vous allez voir que c'est une bonne réponse. Je vais encore une fois aller un petit peu plus loin dans le détail. Vous m'avez répondu 8 ans, c'est une bonne réponse. On va le voir tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Où sont fabriquées les voitures électriques Nissan? J'y répondrai un petit peu après, Daniel. Par exemple, la Nissan Leaf, elle est fabriquée en Angleterre, la Nissan Leaf que vous avez aujourd'hui. Alors, période de garantie. La batterie, je réponds à la question de Jérôme. Ce que je veux dire, c'est que si on est sur un parc fait de centrales à charbon, l'émission de carbone, oui, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, Jérôme, c'est une très bonne remarque. Bien sûr, chez nous, on n'a pas de, les centrales à charbon sont minoritaires. Si on va voir en Allemagne, alors l'Allemagne est en train de faire une transition énergétique importante sur leur parc éolien, leur parc photovoltaïque, etc. Mais c'est un vrai sujet de fond. Vous avez raison, Jérôme. C'est comment on produit l'électricité. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que on a aujourd'hui des entreprises et des solutions que je vais vous proposer tout à l'heure qui ont mis un côté vert en avant avec des panneaux solaires, avec des éoliennes domestiques, avec beaucoup de solutions qui existent aujourd'hui. Mais surtout, retenez que cette production d'électricité, elle est en constante évolution. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrêté sur une solution aujourd'hui et qui est la solution nucléaire qu'on utilise le plus. En fait, l'utilisation du nucléaire, historiquement, sur les dernières années, baisse au profit d'une énergie verte qui va se développer de plus en plus. Alors, on aimerait tous que ça se développe de plus en plus vite, mais ça prend du temps. Mais cette transition énergétique, elle est en marche. Le réseau électrique
prend en compte l'évolution de la consommation d'électricité, et c'est vraiment quelque chose d'important. Si je reviens sur notre sujet sur la batterie, vous avez eu raison de me répondre 8 ans. La batterie, elle est garantie 8 ans, 160 000 km sur une Nissan Leaf. Et ce que vous devez retenir, c'est ce qui se passe au bout de 8 ans. C'est-à-dire qu'elle est garantie 8 ans, mais au bout de 8 ans, on ne la jette pas à la poubelle. Au bout de 8 ans, eh bien, en moyenne, sur ce qu'on constate, puisque par exemple Nissan fait des voitures électriques, depuis 2009, vous savez, la Nissan Leaf, donc plus de 10 ans d'expérience, eh bien, on sait aujourd'hui qu'après 10 ans d'utilisation, 8-10 ans d'utilisation, elle a encore en général 70% de sa capacité initiale. Donc oui, elle a perdu un petit peu, mais elle a encore 70% de sa capacité. Donc en fait, il y a une vraie filière qui est en train de se créer aujourd'hui sur l'utilisation des batteries, puisqu'on se rend compte que la durée de vie d'une batterie, finalement, elle est beaucoup plus longue que la durée de vie de la voiture en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces batteries à la suite de ça? Eh bien sûr, on va avoir des partenariats qui vont réutiliser ces batteries. On ne va surtout pas les jeter comme ça parce qu'elles ont encore plein de fonctionnalités. Donc, il y a des exigences de la Commission européenne. Par exemple, la Commission européenne aujourd'hui nous dit que 50% d'une batterie lithium doit être recyclée. Pour votre information personnelle, déjà aujourd'hui, la filière de recyclage est capable de recycler 80%. Donc, on est bien au-dessus des exigences européennes. Mais avant de les recycler, on va essayer de s'en resservir de ces batteries. D'accord ? On a, par exemple, chez Nissan, un partenariat avec une société qui s'appelle Eaton. On fait du reconditionnement de batteries avec 4R Energy, une usine japonaise de reconditionnement. Et il y a des partenariats avec des entreprises spécialisées. Si vous prenez l'entreprise, donc il y a Veolia, Recupil, et vous prenez SNAM, SNAM que vous voyez ici, vous allez sur leur site internet, vous verrez différents partenariats avec différents constructeurs, mais en particulier avec Nissan. Et ils vous expliquent très clairement ce qu'on fait d'une batterie lithium. Plus de 80% de la batterie est recyclée aujourd'hui. Mais avant de la recycler, il y a aussi des programmes de réutilisation qui sont importants. Il y a une vraie stratégie qui est tournée vers l'avenir. Chez Nissan, par exemple, il y a des partenariats qui sont montés pour réutiliser les batteries d'anciennes voitures électriques. Prenez par exemple le stade que vous voyez en haut, là, qui est affiché à l'écran. C'est le stade d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce stade, il a reconditionné des batteries de Nissan Leaf pour stocker l'énergie des panneaux solaires qui sont tout autour du stade. Lorsque le stade est en fonction, on va utiliser l'énergie qui est stockée dans les anciennes batteries de Nissan Leaf. Et lorsqu'il n'est pas en fonction, on va redistribuer cette énergie au voisinage. C'est un vrai projet d'avenir qui est monté. Et cette solution, elle est aujourd'hui localisable pour des entreprises. Ça existe en France aussi. Le boîtier noir que vous voyez à gauche, là, en bas à gauche de votre écran, c'est un boîtier qu'on appelle le X-Storage. Ce sont des modules de batterie, d'anciennes batteries de voitures électriques. Et c'est un boîtier qui va pouvoir stocker l'énergie, par exemple, de panneaux solaires sur une entreprise. Il y a déjà des projets français qui sont montés et qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Je pense à une société qui a des chariots élévateurs, par exemple, électriques. Eh bien, des panneaux solaires sur le toit de l'entrepôt, stockés dans ces solutions de stockage utilisant des batteries de voitures électriques, et on vient recharger nos chariots élévateurs. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que l'utilisation de l'énergie électrique, ce n'est pas juste l'utilisation de la voiture électrique. Ça ouvre des portes techniques qui sont immenses sur ce type de technologie et ce type de véhicule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à la réutilisation de la batterie, à comment je vais m'en servir, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer pour limiter encore plus mon empreinte carbone et mon empreinte écologique. Donc, vous m'avez répondu 8 ans. Vous avez raison pour la majorité d'entre vous. Chez Nissan, c'est la période de garantie de la batterie. Sachez qu'on peut voir circuler encore une fois certaines choses sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas d'incident critique. Chez Nissan, il n'y a pas eu d'incident critique depuis en plus de 10 ans sur l'utilisation des batteries. La filière de recyclage des batteries, elle n'est pas nouvelle du tout. Ça existe depuis longtemps et on est déjà capable de recycler plus de 80% d'une batterie aujourd'hui et ça continue à évoluer. D'accord ? Donc, prenez bien en compte cette chose-là. Encore une fois, beaucoup de liens que je vous ai mis, 3 liens que je vous mets en bas là, que vous pourrez consulter après pour avoir vraiment toutes les infos détaillées si vous vous intéressez au sujet sur ce qu'on fait des batteries ensuite. Il me reste à vous présenter une chose. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le V2G, ça veut dire Vehicle to Grid. C'est la communication de votre véhicule avec le réseau électrique. Donc là, je n'ouvre pas de sondage, c'est juste pour vous présenter cette solution. L'objectif du V2G, c'est de faire communiquer le véhicule avec le réseau électrique. Pour ça, chez Nissan, on utilise un standard qu'on appelle le CHAdeMO, d'accord, que vous voyez afficher ici. Donc, c'est un standard de prise qui est spécifique. Et aujourd'hui, c'est le seul standard de charge qui est capable de communiquer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut charger une voiture, mais votre voiture peut aussi alimenter le réseau.
Ça veut dire que, par exemple, quand on a des panneaux solaires sur une installation, eh bien, plutôt que d'envoyer cette énergie directement dans le réseau, on pourrait la stocker directement dans la batterie. On peut aussi envisager une chose, c'est que on rentre chez soi le soir avec son véhicule électrique, il nous reste 30% de batterie dans la voiture. Eh bien, on va utiliser ces 30% pour alimenter notre maison. Parce que le soir, lorsqu'il est 20 h, on a un pic de consommation. Plutôt que d'aller surcharger le réseau, on va utiliser ce qu'il y a dans la voiture. Et puis, on chargera la voiture pendant les heures creuses, pendant la nuit, où la sollicitation du réseau est moins importante. Donc, encore une fois, ça ouvre des solutions d'avenir, ça ouvre vraiment des solutions techniques qui sont très importantes là-dessus. Donc, c'est ce que je vous affiche ici. Le V2G, c'est possible grâce au standard de recharge CHAdeMO qu'on propose chez Nissan. Ça permet d'utiliser la batterie du véhicule dans les deux sens. On peut stocker, on peut donner de l'énergie, on peut réguler les flux d'électricité sur le réseau. Et ça, c'est quelque chose qui est encore une fois envisagé très, très prochainement par beaucoup d'entreprises, un vrai avenir sur l'utilisation de la voiture électrique. Donc, l'objectif, c'est de maximiser cette utilisation des batteries parce qu'on sait que leur durée de vie, finalement, elle est très, très grande et qu'elles sont capables de garantir des prestations pendant très longtemps. Bon, c'était la partie éco-responsabilité, forcément un gros sujet pour beaucoup d'entre vous, mais ce qui va être très intéressant là maintenant, c'est d'arriver sur l'utilisation quotidienne d'un véhicule électrique. Je vais vous solliciter aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez un petit peu le réseau électrique? Combien de stations de recharge, combien de points de recharge sont disponibles en France aujourd'hui? Je vous ouvre un sondage. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir répondre. Donc, le temps qu'il s'affiche chez vous, vous allez pouvoir me donner vos réponses. À votre avis, combien de points de recharge sont disponibles en France aujourd'hui? Alors, c'est les données à fin 2019, hein, d'accord? Elles ont évolué, vous allez voir, depuis cette date-là. Le sondage va bientôt s'afficher chez vous. Je vois que j'ai des réponses qui commencent à arriver, ça y est. Donc, je vous laisse cliquer sur le sondage lorsqu'il s'affiche. Plusieurs réponses qui arrivent. Alors, est-ce que c'est 8 000? Est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 28 000 points de recharge? Ça y est, ça arrive en masse, vos réponses. Parfait. Allez, je vous laisse un petit peu de temps encore. Parfait, beaucoup de réponses. Hop, ça évolue. Allez, encore quelques secondes. Alors, j'ai plein de questions qui sont arrivées. Alors, je vais répondre à tout ça. Les batteries, elles sont en Angleterre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La fin de vie des batteries, du coup, on en a parlé, Sylvie, un petit peu ici, dans les questions que vous m'avez données. Alors, Daniel, il y a une bonne question sur la réutilisation de la batterie, hein. Je vais y revenir après. Pourquoi ne pas conserver la batterie pour son usage initial? Tout simplement parce que peut-être qu'au bout de 10 ans, la voiture en elle-même est peut-être devenue obsolète. Elle a peut-être vieilli au niveau de son design, des envies de changement des consommateurs. Et la batterie, peut-être que pour l'utilisation qu'elle avait au départ, elle ne garantit plus assez de kilomètres. Si elle a que 70% de sa capacité, l'utilisateur, au départ, il avait peut-être besoin des 100% dans ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça qu'on envisage des solutions de réutilisation. Mais on a aussi des réutilisations dans la filière automobile, hein, bien entendu. D'accord. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau de notre petit sondage pour parler de l'utilisation? Ça y est, j'ai plein de réponses. Hop, je vais fermer les votes, je vais les diffuser. Vous m'avez majoritairement répondu 15 000 points de recharge. Il y a beaucoup de réponses sur 28 000 également. Alors, je vais détailler un petit peu le sujet ici et je garde vos questions, hein. J'y répondrai à la fin. On aura une petite session de questions-réponses. Là, aujourd'hui, à fin 2019, c'est 28 000 points de recharge. Sachez qu'on est maintenant à 30 000 là, aux données de mars 2020 qui sont parues. Donc, des points de recharge, il y en a. Mais si je lance ce sujet avec vous, c'est parce que en tant qu'utilisateur, et vous peut-être en tant que futur utilisateur de voitures électriques, vous devez avoir une chose en tête, c'est qu'en fait, à l'utilisation, plus de 90% des recharges sont faites à domicile ou sur le lieu de travail. D'accord? Donc, l'idéal pour utiliser un véhicule électrique, c'est d'avoir une solution de recharge, soit dans son entreprise, soit à domicile, bien entendu. C'est beaucoup plus pratique au quotidien. Ça permet de gérer sa charge, de monitorer sa charge, vous verrez, de façon très facile. Et si on a besoin, oui, le réseau de recharge, il y en a. D'accord. Il y a aujourd'hui, je vous ai dit, près de 30 000 points, donc on est à plus de 28 000, c'était la bonne réponse, hein. Alors, combien fonctionne réellement? Caroline, c'est une très bonne réponse. J'ai envie de vous dire la quasi-totalité. Il peut arriver parfois d'avoir des pannes localement sur certaines bornes
du réseau, mais ce n'est pas une généralité. Je vous assure que pour les utiliser au quotidien, des bornes fonctionnelles, c'est la grande majorité. Il y a peu de panne réellement. Il n'y a pas une panne généralisée du réseau. Non, ça fonctionne très bien. En fait, ce qui est facile dans l'utilisation d'une voiture électrique, c'est de l'électricité. Il y en a partout. Donc, vous avez des bornes rapides, bien entendu. Vous avez des bornes qu'on va trouver dans les supermarchés qui sont des recharges accélérées sans être des recharges rapides. Mais vous allez voir que moi, ce que je vais faire, c'est ramener à votre besoin. De quoi vous avez besoin vraiment lorsque vous conduisez votre voiture. Donc, chez Nissan, il y a des partenaires, on a une clé de recharge, on vous donne des tarifs préférentiels. Il y a plein de choses qui arrivent, bien sûr. Et surtout, on a le bon standard de recharge, d'accord? Il n'y a plus aujourd'hui, il y en a eu dans le passé, avec certains constructeurs qui avaient leur propre standard, mais aujourd'hui, on utilise un standard de câble qu'on appelle le type 2 et qui est commun pour tous les constructeurs, et c'est le standard européen qu'on va utiliser. Lorsqu'on utilise un véhicule électrique, eh bien, on a différents outils qui sont proposés. On a des planificateurs de trajet. Aujourd'hui, quand vous utilisez une voiture électrique, vous avez sur votre smartphone la localisation des bornes et la possibilité de prévoir votre trajet pour savoir où est-ce que vous allez avoir besoin de vous charger. D'accord ? Et il y a des bonnes astuces d'utilisation. Il faut éviter de vider une batterie complètement. Il vaut mieux faire 2 petites recharges que de faire une très grande recharge. Tout ça, c'est des choses, comme si vous venez solliciter des conseillers commerciaux, ils sauront vous répondre, bien entendu, sur la façon d'utiliser une voiture. Mais vous devez retenir que la meilleure solution d'utiliser une voiture électrique, c'est d'avoir une solution de charge à domicile ou sur le lieu de travail, bien entendu. Le réseau de recharge, on ne doit pas se servir du réseau de recharge comme la solution principale de recharge. Sinon, vous allez avoir quelques contraintes d'utilisation qui peuvent être un petit peu embêtantes. Pouvoir se charger au bureau ou pouvoir se charger à la maison, ça va représenter la majorité des recharges pour beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'était 28 000. Comme je vous l'ai dit, c'est la bonne réponse. Le réseau de recharge, il est en constante évolution, ça évolue sans arrêt. Et retenez qu'aujourd'hui, les utilisateurs, plus de 90% de les recharges, ils les font à domicile. Je vous ai mis le lien du site de l'Aver en bas qui va vous donner, encore une fois, plein d'infos sur le nombre de bornes, le déploiement du réseau et aussi sur le type de bornes utilisées. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de bornes aujourd'hui qui fournissent de l'électricité verte. C'est-à-dire qu'elles sont liées à une fourniture, à une production d'énergie qui, en plus de ça, est verte. D'accord ? Donc, vous savez que votre bilan carbone est vraiment intéressant. Mais regardez, ce qui va être important pour moi, c'est qu'on va revenir à l'utilisation. Là, je vous pose une question, par exemple, sur la Nissan Leaf, un produit que je connais très bien puisque je le possède. Je vous ouvre une question. Je vais vous demander ici, alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Hop, l'autonomie, tac, WLTP d'une Nissan Leaf. D'accord ? Donc là, je vous ai pris une Nissan Leaf avec une batterie de 62 kWh. On y reviendra après tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez une idée de l'autonomie que propose cette voiture ? Donc, le temps que le sondage s'affiche chez vous, à votre avis, quelle est son autonomie ? Est-ce que c'est 250 km ? Est-ce que c'est 325 ou est-ce que c'est 385 ? Donc, le sondage ne va pas tarder à s'ouvrir chez vous, je pense. Voilà, ça y est, j'ai des réponses qui commencent à arriver. Oui, Daniel, les véhicules Nissan sont compatibles avec toutes les bornes puisqu'on utilise le standard type 2 que vous connaissez. Et le coût de la recharge va dépendre de beaucoup de choses. Je vais y venir juste après, si vous voulez bien, Daniel, c'est une très bonne question. Le coût de la recharge va dépendre de si vous chargez à domicile, si vous chargez sur l'autoroute. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dessus, mais j'ai les infos, tout ça, après, je vais vous les donner. Bon, ça y est, j'ai plein de réponses qui sont apparues sur l'autonomie WLTP d'une Nissan Leaf. Alors, je vais fermer pour qu'on puisse avancer parce que vous avez beaucoup de questions. Donc, vous m'avez majoritairement répondu 385 km sur l'autonomie. Vous avez raison. Aujourd'hui, c'est l'autonomie qui est affichée aujourd'hui sur ce véhicule, sur la Nissan Leaf 62 kWh. Mais en fait, plus que ce chiffre, je vous l'ai donné à titre d'exemple, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'utilisation que vous allez donner. Alors, je regarde juste. Tac, je paie ma conso de rechargement de ma batterie et EDF vide sa dernière sans me le rémunérer. Je vais y revenir après sur cette remarque. J'ai vu que vous me l'aviez posée, Jean-Luc. Non, bien sûr que non. Aujourd'hui, la solution V2G, que j'ai présentée tout à l'heure, elle était envisagée pour que vous utilisiez vous-même l'énergie que vous stockez dans votre voiture. Et l'objectif va être de stabiliser le réseau avec la façon dont vous utilisez votre énergie pour alimenter votre maison, votre appartement, etc. Alors, ce que je vous propose sur ce slide ici, comme je vous le disais, je vous affiche l'autonomie de cette Nissan Leaf, mais moi, je voudrais que vous raisonniez en utilisation. De quoi vous avez besoin, d'accord ? Déjà, l'autonomie d'une voiture électrique,
il y a ce qui est homologué en WLTP, comme tout ce qui est affiché pour tous les véhicules, et ce que vous allez faire en vrai. Vous avez toujours des utilisateurs qui vont faire moins, et vous allez en avoir beaucoup qui vont faire plus que ce qui est annoncé. Parce que ça dépend du style de conduite, ça dépend du type de parcours, ça dépend aussi de la température extérieure. Je vous ai mis ici, c'est un fait, une voiture électrique n'aime pas le froid. Quand il fait froid, on peut perdre jusqu'à 20, 25%, peut-être 30% vraiment dans des zones très froides sur l'autonomie. Mais vous allez voir qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne change pas grand-chose en tant qu'utilisateur de voitures électriques. Il y a des bonnes pratiques quotidiennes à avoir que je vais vous donner et que je vais partager avec vous. Il faut se poser la bonne question, il faut se demander de quoi vous avez réellement besoin. On nous parle d'autonomie, on nous parle de temps de recharge. En fait, tout le monde aurait envie d'avoir une très grosse autonomie et de charger très très vite. Mais de quoi avez-vous besoin dans votre quotidien? Aujourd'hui, un véhicule qui vous affiche plus de 300 km d'autonomie en électrique, est-ce que vous faites tous les jours plus de 300 km en électrique? Bien sûr, il y a des cas particuliers. Il y a des commerciaux, des gens qui sont sur la route toute la journée, qui vont avoir des kilométrages qui sont beaucoup plus importants et qui vont avoir besoin de plus que ça par jour. Mais si vous vous intéressez au kilométrage moyen des Français, aujourd'hui, quand on ramène au jour d'utilisation, au nombre de jours d'utilisation, on est autour de 45-50 km en moyenne par jour. Alors, c'est plus pour le diesel. Le diesel, c'est 79 km. Et pour l'essence, c'est plutôt 25 km par jour. Mais cette moyenne donne autour de 45 km par jour. 45 km par jour pour la majorité des utilisateurs, c'est largement suffisant avec un véhicule électrique. Et je vous assure qu'au début, quand on est utilisateur, on a envie d'avoir le maximum d'autonomie. On a un peu cette peur de l'autonomie au tout départ, cette crainte, mais au bout de quelques jours, elle disparaît. Puisque vous vous rendez compte qu'en fait, avec une charge, vous avez assez pour 3, 4, 5 jours parfois d'utilisation. Donc, il faut ramener à votre besoin. Il faut analyser votre besoin. Si vous êtes un utilisateur qui fait des trajets de 500-600 km régulièrement la semaine, vous n'êtes pas compatible avec la voiture électrique qu'on propose aujourd'hui, avec les solutions électriques qu'on propose aujourd'hui. C'est pas grave, il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui sur le réseau. Par contre, 95% des utilisateurs qui sont dans la cible et qui sont compatibles, le véhicule électrique n'est pas du tout une contrainte dans l'utilisation. D'accord ? Revenez bien aux besoins que vous avez, au nombre de kilomètres journaliers que vous faites. J'ai une info importante à vous donner aussi. Sachez que le temps que votre voiture passe arrêtée, il est beaucoup plus important, nettement plus important que le temps de roulage de la voiture. Donc en fait, pouvoir laisser son véhicule branché, il y a beaucoup plus de possibilités de laisser son véhicule en charge que de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on prend un utilisateur qui parcourt 30 000 km par an et qui roule, on va dire, en moyenne à 90 km/h, c'est une moyenne élevée pour un utilisateur, et bien en fait, si on met tout le temps de roulage bout à bout et qu'on le soustrait à une année complète, et ben pendant 300 jours par an, tout cumulé, le véhicule il est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on peut le charger. Pendant tous ces moments-là, on va pouvoir le charger. Et pour beaucoup de personnes, c'est ce que je vous mets ici dans la dernière, en bas à droite de la case, une prise domestique, une simple prise domestique qui sert à recharger votre téléphone. Et pour certains utilisateurs, ça va suffire. Parce que se charger vite, il n'y a pas forcément besoin de se charger vite tout le temps. Si vous devez retenir une valeur, c'est que sur une prise domestique classique, quand on se branche 1 heure, on récupère 15 km d'autonomie. Sur n'importe quel véhicule électrique, on se branche 1 heure, on récupère à peu près 15 km d'autonomie. Si vous êtes pendant 7 heures ou 8 heures au travail, vous l'avez branché, vous avez récupéré largement ce qu'il faut. Et encore mieux que ça, si vous vous branchez la nuit chez vous, elle reste forcément arrêtée la nuit, à part si vous avez une vie nocturne très rythmée, mais elle va avoir à un moment donné une phase d'arrêt pendant la nuit. Branchez-la dès que vous pouvez. D'accord ? Et ça, c'est une vraie solution qui est importante. Alors nous, des solutions de recharge, on en propose plusieurs, bien entendu. Pour un utilisateur qui a une petite utilisation, un petit kilométrage journalier, on va dire moins de 100 km par jour, même pas besoin de faire une modification sur l'installation électrique. Une simple prise domestique. Alors, nous, on vous conseillera bien sûr de la renforcer, cette prise domestique. On fera un diagnostic de votre installation électrique si vous avez une prise dans un garage ou dans un parking ou quoi que ce soit. Et on fera bien sûr un diagnostic. Mais une simple prise peut suffire pour ce type d'utilisation. Si on est à plus de 100 km, on va dire entre 100 et 250 km, nous, on vous conseillera d'installer ce qu'on appelle une wallbox. C'est une borne de recharge domestique. C'est une borne de recharge qui va permettre avec le Brésil, Nissan va-t-il continuer à produire la Leaf en Angleterre? Je n'ai pas, j'ai pas cette info aujourd'hui, Daniel, pour répondre à votre question. Elle est aujourd'hui produite en Angleterre, c'est l'information qu'on a. Pour revenir à l'utilisation, l'installation d'une wallbox, elle va être très intéressante pour des kilométrages qui sont supérieurs à 80 ou 100 km par jour.
parce que cette wallbox, ça va vous permettre de réduire votre temps de charge, la puissance va être nettement supérieure, pas besoin de modifier drastiquement votre installation électrique, c'est juste qu'on va tirer un câble dédié. C'est comme si vous installiez un four à la maison, là on va mettre un câble qui est dédié juste à cette borne pour que l'utilisation soit isolée. Et vous allez avoir une puissance de charge qui va être plus importante. Et si vraiment vous êtes un très gros rouleur, plus de 250 km par jour, là oui, il va falloir utiliser des solutions de recharge rapide, comme les bornes rapides CHAdeMO qu'on trouve chez Nissan, et d'autres solutions qu'on trouve sur le réseau autoroutier, dans certains centres commerciaux qui sont partenaires, où là on propose une solution de recharge rapide où entre 30 et 45 minutes, on va récupérer 80% de l'autonomie de la voiture. Mais là où je veux vous sensibiliser, vous pourrez aller plus loin sur le détail de ces solutions de recharge. Je vous invite vraiment à aller voir des conseillers commerciaux, on en parlait tout à l'heure, pour discuter de ces sujets-là. Mais c'est ce que je vous mets en bas. Le véhicule électrique, ce n'est pas une contrainte d'utilisation. C'est un changement de comportement. C'est juste ça. Il faut, comme votre smartphone aujourd'hui, les derniers smartphones, on a tous plein d'applications qui sont très énergivores et on branche notre smartphone au bureau. Si on a un chargeur à induction, on le pose dessus. En fait, on est tout le temps en train de le charger. Eh bien, une voiture électrique, c'est pareil. Il faut, dès qu'on peut, aller recharger sa voiture, même si on la branche 1 heure dans un centre commercial, c'est toujours ça de récupérer. C'est un changement de comportement, un changement d'utilisation que vous devez prendre en compte. Mais ce n'est pas une contrainte en soi, c'est une contrainte pour le très gros rouleur qui fait des trajets de 5, 600, 700 km parce que c'est son quotidien. Mais je vous dis, moi je fais plus de 50 000 km par an en véhicule électrique. J'ai changé ma façon de faire, c'est beaucoup plus zen dans mon comportement et ce n'est pas une contrainte, c'est juste un changement de comportement. Oui, là ma voiture par exemple, elle est branchée pendant que je suis en train d'animer ce webinaire avec vous et je vais la brancher pendant toute la matinée et je vais récupérer une certaine partie de mon autonomie pour le reste de la journée. Donc c'est un changement de comportement, mais des habitudes que vous devez prendre, c'est vraiment pas une contrainte. Donc voilà, c'est ce que je vous ai mis là en synthèse. On avait 385 km d'autonomie et je vous ai mis le lien Nissan si vous voulez plus d'infos sur la recharge. Il y a des simulations qui sont très bien faites sur le site internet pour savoir comment recharger votre véhicule. Mais vraiment, analysez vos besoins quotidiens. Venez voir un conseiller commercial qui a vraiment l'habitude de ça. Il va analyser vos besoins avec vous, vous proposer la bonne solution de charge. Vous n'avez pas besoin d'une station de recharge rapide chez vous si vous faites 80 km par jour. Ce n'est pas utile. Analysez votre besoin quotidien et vous allez voir que finalement, ça correspond à plein de choses dans ce que vous faites et il y a un vrai intérêt à passer au véhicule électrique. On va arriver maintenant au coût d'utilisation. Certains d'entre vous m'ont posé cette question. Alors, on m'a parlé du coût de la recharge. Je crois que j'ai une question ici. Alors, avec une prise domestique, c'est une très bonne question. En fait, le tarif de l'électricité en France, c'est 15 centimes le kilowattheure en moyenne lorsque vous chargez sur une prise domestique. Si vous devez retenir une valeur, c'est que pour 100 km d'utilisation sur une voiture électrique, 100 km d'utilisation, aujourd'hui, c'est entre 3 et 4 euros. On va dire 4 euros à peu près pour 100 km d'utilisation à peu près sur une voiture électrique. Vous pouvez l'améliorer ce coût-là. On est capable de descendre plus bas. Si vous chargez pendant les heures creuses la nuit, par exemple, si vous avez un tarif heure creuse, eh bien, on va plutôt basculer à 3 euros pour 100 km d'utilisation. D'accord ? Donc, faites le comparatif. Si vous avez une voiture qui consomme 5 litres au 100 de carburant, avec un carburant à 1,30 €, 1,40 €, vous êtes sur des coûts d'utilisation au 100 km qui vont plutôt être entre 6 et 8 euros. Donc, on arrive à diviser par 2 très facilement le coût d'utilisation par rapport à un véhicule thermique. Et encore, j'ai pris une consommation faible pour un véhicule thermique, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Donc, voilà, c'est entre 3 et 4 euros au 100 km aujourd'hui l'utilisation d'un véhicule 100% électrique. Alors, Daniel, mon box dans le parking souterrain de ma copropriété n'a pas d'électricité. Il y a des démarches possibles. Aujourd'hui, une copropriété ne peut pas vous refuser l'installation d'une prise. Cette prise est à votre charge, bien entendu, mais tout est ouvert au niveau de la législation pour installer une prise ou même une wallbox, une borne de recharge domestique dans une copropriété. La copropriété n'a pas le droit de vous le refuser. Il y a même aujourd'hui des aides de ce côté-là pour vous accompagner dans ces discussions avec une copropriété pour le faire, mais il n'y a aucun point bloquant. Vous avez tout à fait le droit de le faire, d'installer cette prise et de la réserver pour vous sur votre place, bien entendu. Même si, à mon sens, je pense que les copropriétés devraient le faire d'une façon globale pour généraliser un petit peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, pas forcément besoin d'une borne rapide, juste des simples prises. Pour beaucoup d'utilisateurs, ça suffit dans l'utilisation. Alors, au niveau des avantages financiers qui sont réservés aux entreprises, ce qui vous concerne. Selon les départements et dans beaucoup de départements aujourd'hui, carte grise gratuite. Je vous l'ai dit, le coût d'utilisation
d'une recharge électrique, c'est moins onéreux et vous pouvez vraiment l'optimiser, hein. Quand vous venez voir des conseillers commerciaux en concession, je vous assure qu'ils ont tous fait la recherche autour de la concession pour savoir s'il n'y avait pas des solutions de recharge gratuites. Et par exemple, chez Nissan, vous avez un badge de recharge qui vous permet de vous recharger sur les bornes rapides en concession. On peut optimiser vraiment, hein. Moi, dans mon utilisation, je suis un chasseur de recharge. Quand je m'arrête quelque part, la première chose que je fais, c'est de chercher dans mon application s'il n'y a pas une borne de recharge pas loin et si je vais pouvoir me charger gratuitement, parce qu'on arrive vraiment à optimiser ce coût d'utilisation. Vous avez du bonus écologique, bien entendu, sur les voitures électriques. Alors, limité à 60 000 € un TTC sur le coût d'achat de la voiture. Si vous êtes en dessous des 60 000 €, vous avez le droit aux 5 000 € de bonus. Vous avez une base d'amortissement aussi qui est différente. L'amortissement déductible sur un véhicule électrique, on a un seuil qui est à 30 000 €. Il y a des aides régionales. Vous faites peut-être partie d'une zone à faible émission. Si vous faites partie d'une zone à faible émission, suivant les régions dans lesquelles vous habitez, eh bien, il y a des surprimes qui sont accordées. Il y a de la prime à la conversion si on a un véhicule à reprendre, un véhicule thermique à reprendre. Et puis surtout, vous n'avez pas de taxes sur les véhicules de société, pas de TVS sur les véhicules électriques. Donc, il y a plein de choses. Si vous mettez tout bout à bout, vous mettez le coût d'utilisation, vous mettez les frais d'entretien, les coûts d'entretien qui sont extrêmement réduits, la TVS, les aides de l'État et bien sûr le coût d'utilisation au quotidien, il y a des très gros avantages financiers à acheter un véhicule électrique. Alors, alors bien sûr, il y a des offres en LLD. Alors là, aujourd'hui, il n'y a pas d'objectif commercial dans ce que je fais là. Je ne vais pas vous présenter des budgets mensuels, des choses comme ça. Je vous donnerai après les coordonnées de conseillers commerciaux si vous voulez aller plus loin dans la démarche. Comment peut-on, Sylvie, c'est une bonne question. La TVA est 100% récupérable sur l'électricité. Alors, c'est que vous pouvez il y a plusieurs possibilités. Déjà, si vous allez sur une borne, vous pouvez récupérer une facture de recharge via les applications. Si vous êtes à la maison et que vous avez un compteur Linky, par exemple, on est capable d'isoler la consommation électrique de ce que vous avez fait. Je réponds juste à la question de Daniel. Daniel m'a dit, non, c'est Yves qui me dit, aujourd'hui, la réponse des copropriétés, c'est qu'on ne peut pas vous empêcher de le faire, mais les coûts sont à votre charge. Oui, ça, c'est une réalité. Si vous voulez installer une prise dans votre copropriété, c'est à votre charge, les travaux pour installer cette prise. Après, pour avoir vécu ce cas-là très souvent avec certains partenaires et certains clients, en fait, du courant dans vos… Regardez, hein, il y en a déjà de l'électricité dans les box de vos copropriétés. En général, c'est tirer un câble et venir mettre une prise. Ce ne sont pas des très, très gros travaux là-dessus. La batterie peut s'amortir indépendamment du véhicule chez beaucoup de constructeurs. Alors, Ludivine, que compte faire Nissan le jour où ses concurrents établiront un système de bi-recharge? Je ne comprends pas la question. Pour Ludivine, n'hésitez pas à la reposer si vous avez une autre question. Je continue sur les aides financières, mais vos questions sont très intéressantes, hein, je continue à lire tout ça. Il faut que je vous parle un petit peu du coût d'achat du véhicule ici. On a souvent des remarques sur le fait qu'un véhicule électrique est toujours plus cher qu'un véhicule thermique. Attention, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas vrai du tout dans ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, avec les aides de l'État, on a un véhicule… c'est Benoît qui avait posé cette question. Ok. Que compte faire Nissan le jour où ses concurrents établiront un système de recharge bidirectionnel avec du combo CCS? Je vois pas bien la finalité de tout ça. On est pionnier sur ce segment-là. Oui, vous avez raison, le combo CCS est prévu un jour de fonctionner en bidirectionnel, mais attention, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est vraiment pas fonctionnel. Aujourd'hui, il n'y a que le standard HDMO qui le propose et où c'est déjà en fonction. C'est pas juste un délire d'ingénieur. Ça fonctionne. Ce V2G, c'est déjà proposé dans beaucoup d'endroits. Ça se développe doucement, c'est pas encore le quotidien de beaucoup de personnes, mais ça fonctionne déjà. Vous avez raison, le combo CCS, il va normalement proposer ça aussi dans le futur, mais aujourd'hui, c'est le standard HDMO qui le propose. Si on arrive sur le prix d'achat d'une voiture, on vous a pris le cas d'une Nissan Leaf ici avec un business case à 36 mois et 90 000 km. Vous voyez que au final, le coût de détention, il est moins élevé, d'accord, que les autres véhicules que je vous propose ici.
On a un véhicule, là, notre Nissan Leaf, qui fait 150 chevaux dans sa version 40 kWh, qui a une autonomie de 270 km. Donc, je vous ai pris la version avec la plus petite batterie, la batterie standard de 40 kWh. On a du bonus écologique. Si vous êtes en Île-de-France, eh bien, pour les entreprises, on a 6 000 € d'aide supplémentaire pour les entreprises à l'achat d'une voiture électrique. Ça fonctionne très bien. À titre personnel, pour mon véhicule pro électrique, j'ai bénéficié de ces 6 000 € et je vous assure que la procédure marche bien. Et vous touchez réellement ces 6 000 € d'aide en plus. Un coût de carte grise qui est ridicule. Alors pourquoi il n'est pas zéro? Il est à 2,76 € parce que vous avez les frais d'envoi, etc., qui vous sont toujours facturés. L'amortissement du véhicule, vous mettez tout ça bout à bout et regardez la consommation d'électricité par rapport à la consommation en carburant sur un cas à 30 000 km par an. Il y a des vraies grosses économies sur l'utilisation. D'accord. Donc un coût de détention, un TCO qui va être bien plus bas. Donc là, on vous avait pris le cas de la Nissan Leaf avec la batterie 40 kWh. Vous prenez le cas de la batterie plus importante, la batterie à 62 kWh, donc à prix d'achat qui est plus important, mais on est toujours sous les 60 000. On a toujours le bonus, on a toujours l'aide régionale. On a un coût de consommation électrique sur le même cas d'utilisation qui est donné ici. Et même si c'est plus serré avec les autres véhicules, même la version avec la grosse batterie à 62 kWh, vous avez un coût de détention qui est mieux placé, d'accord, dans ce que vous proposez. Donc aujourd'hui, c'est faux. Dire qu'un véhicule électrique est toujours plus cher qu'un véhicule thermique, c'est faux aujourd'hui. Pourquoi c'est faux aujourd'hui? Parce qu'il y a des aides de l'État, d'accord. Le coût de revient, globalement, il va être équivalent avec un véhicule de même gabarit et de même puissance. Par contre, là où il faut se méfier, c'est que pour l'instant, on a des aides de l'État. Si les aides de l'État sautaient aujourd'hui, qu'on avait plus de bonus écologiques, etc., oui, le véhicule serait aujourd'hui un petit peu plus cher, d'accord. Alors, vous voulez la consommation en kilowattheure de quel véhicule? De la Nissan Leaf? Alors, c'est une remarque de Yves qui est intéressante sur les infrastructures. Alors, comme on a vu, il y a vraiment beaucoup de bornes qui sont disponibles. Vous avez le réseau, il est en train d'évoluer. Et c'est pour ça, Yves, que je vous sensibilise sur votre utilisation. Regardez votre utilisation. C'est-à-dire que on voit très souvent des remarques, des discours clients où les gens me disent « Mais comment je fais pour partir en vacances ?» Moi, la question que je vous retourne là-dessus, c'est combien de fois par an vous partez en vacances? Est-ce que vous partez en vacances tous les week-ends ou est-ce que vous partez en vacances 2 fois par an? Vous fermez l'utilisation d'une voiture électrique pour partir 2 fois par an avec votre voiture. Je préfère vous proposer une autre solution, une solution de location de voiture pour partir 2 fois par an en vacances ou un autre moyen de transport, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, quand vous discutez avec de nombreux jeunes, j'ai la chance d'intervenir dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des choses comme ça. Je suis assez surpris par le nombre d'étudiants d'une vingtaine d'années qui n'ont même pas le permis de conduire et qui n'envisagent pas de le passer. Donc la façon de voir l'automobile, la façon de voir la mobilité, puisqu'on parle de mobilité aujourd'hui et plus que d'utilisation d'une voiture, elle est en train de changer. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à ramener ça à votre utilisation. Oui, si votre utilisation, c'est faire 700 km par jour, 4 ou 5 fois par mois, eh ben, vous n'êtes pas compatible avec le véhicule électrique d'aujourd'hui qu'on propose, avec les infrastructures qu'on propose. Mais rappelez-vous que 95% de la population n'est pas dans ce cas-là, dans l'utilisation. Et même vous, en tant que professionnel, je vous assure qu'on peut avoir une utilisation professionnelle qui est tout à fait adaptée aux véhicules électriques. Par contre, oui, le commercial qui est sur la route toute la journée, s'il fait vraiment beaucoup de kilomètres, le véhicule 100% électrique d'aujourd'hui n'est peut-être pas celui qu'il faut lui proposer. Mais il y a beaucoup d'utilisations qui vont pouvoir convenir à ça dans tous les déplacements. Là, moi, aujourd'hui, en région parisienne, vous connaissez très bien l'utilisation d'un véhicule en région parisienne. Vous êtes dans les embouteillages, vous n'êtes pas à vitesse élevée, même si vous êtes sur l'A86, sur les autoroutes de la région parisienne, vous êtes à des vitesses de 100-110 km/h. C'est des vitesses qui sont très peu énergivores pour un véhicule électrique et vous avez des autonomies qui sont largement suffisantes par rapport à l'utilisation qu'on peut avoir. Voilà, je vous ai mis aussi un lien ici sur le site de Nissan Avenir, sur les liens que vous pouvez trouver sur les coûts d'utilisation, les coûts d'achat, les coûts de LOA, de LLD dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Rappelez-vous aussi que le processus de fabrication des batteries, il est en constante évolution. Les études qui sont faites aujourd'hui, c'est que d'ici 2030, eh bien, le coût d'une batterie, de fabrication d'une batterie, qui est
le point de développement le plus important, va baisser de 50%. D'accord? Donc, vous avez… je réponds à la question d'Adrien. Adrien, le bilan carbone que je vous ai donné prend tout en compte, hein. Je ne parle pas que de l'utilisation. Ça parle de l'extraction, ça prend en compte l'extraction des matières. Vous pouvez trouver toutes ces infos, hein, sur le site de l'AVER. Ça prend en compte l'extraction des matières. Et d'ailleurs, on ne parle pas de… Les métaux rares, vous allez voir, leur utilisation va nettement baisser dans les prochaines utilisations. Ça prend en compte cette extraction-là. Après, la pollution induite dans les pays où c'est réalisé, aujourd'hui, Nissan est engagé avec des solutions de batteries, de fourniture de cellules de batterie qui sont labellisées, qui sont normalisées, où on a vérifié, par exemple, les conditions de travail des personnes qui font cette extraction de batterie. Vous trouvez ces infos-là, hein, sur les sites de Nissan et sur les sites de nos partenaires. Je vous invite à revoir un petit peu les liens, par exemple la SNAM, Veolia, etc., où on a plein d'infos là-dessus sur le traitement du lithium et le traitement des batteries. Les solutions de leasing, pour répondre à Alicia, je vous donne pas d'infos commerciales ici pendant cette formation. Je vous invite à contacter des conseillers commerciaux et regardez, je vais vous afficher un petit peu plus loin dans la présentation. Hop. Alors, est-ce que ça marche? Ici. Voilà, donc juste l'historique du groupe aujourd'hui que je vous présente. Vous avez l'historique que vous pourrez reparcourir. Il y a beaucoup de choses qui existent dans le groupe Nissan Avenir. Et vous avez notamment un centre qui est très intéressant au centre commercial Vélizy 2. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous avez un Nissan Hub, un Nissan City Hub, qui est un nouveau concept d'achat et de présentation d'essais de véhicules. Vous avez des experts produits qui sont vraiment bons. Je les connais bien pour y aller très souvent et avoir fait des formations avec eux. Allez voir, ils sont très très performants. Ils vont vous donner toutes les infos, quel que soit le véhicule, mais en particulier sur les véhicules électriques. Ils vous expliquent comment ça se branche, comment ça s'utilise. Vous pouvez les essayer. Vous avez vraiment toutes les infos là-dessus. Vous trouvez également ici les coordonnées des conseillers commerciaux sur les différents sites du groupe Nissan Avenir, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les LOA, les LLD qui m'ont été posées, mais l'objectif n'était pas commercial sur ce webinaire, mais plutôt parler d'utilisation et de technique avec vous. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, hein. On arrive au bout. On va encore rester ensemble quelques minutes pour répondre à vos questions. La consommation d'une Nissan Leaf. Alors écoutez, moi je vais vous donner ma consommation à moi sur une Nissan Leaf. J'étais à 15,8 kWh au 100 km dans l'utilisation de ma Nissan Leaf pour une utilisation à un petit peu plus de 30 000 km par an, utilisation mixte. D'accord. Donc quand vous êtes en cycle urbain, vous êtes plus bas, on arrive à descendre à 12 ou 13. Quand on fait de l'autoroute, ça remonte un petit peu, plutôt autour de 17, 18. Donc ça dépend encore une fois de votre utilisation, mais on est autour de 15, entre 15 et 16. Moi, c'est ce que j'avais constaté dans ma moyenne d'utilisation à moi. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Ça fait plus d'1 heure, 1 heure 2 minutes que nous sommes ensemble. J'ai encore 5-10 minutes à disposition si vous le souhaitez pour répondre à vos questions dans le chat, à d'autres questions. Pour ceux qui ont suivi tout ça depuis le début, un grand merci pour votre participation sur les sondages et pour toutes vos questions. Je vous rappelle que tout ça a été enregistré, c'est-à-dire que je suis passé vite sur certains liens parce qu'on a beaucoup d'infos à faire passer. Vous pouvez revoir en détail toute cette vidéo pour aller parcourir les liens qui vous intéressent, mais surtout, je laisse afficher ici les coordonnées de nos conseillers commerciaux qui savent vous répondre sur ces questions-là. Posez-leur les questions, analysez votre utilisation, c'est vraiment important. Ne raisonnez pas qu'en autonomie et en combien de temps je me charge. Ce qui est important, c'est de voir comment vous utilisez votre voiture au quotidien, et c'est ça qui va déterminer la solution que vous allez utiliser avec votre voiture. Une Nissan Leaf, un INV 200, un véhicule électrique globalement, ça fonctionne très très bien au quotidien et ce n'est pas une contrainte, c'est un changement d'habitude. Une fois que vous avez intégré ce changement d'habitude, vous allez voir, c'est un plaisir d'utilisation qui est absolument fou et qui permet de répondre à la quasi-totalité des besoins. Et je le répète, j'ai bien dit la quasi-totalité des besoins. Il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas compatibles avec le véhicule d'aujourd'hui parce que peut-être trop de kilomètres journaliers. Mais je vous assure, 95% des personnes avec qui on discute, finalement, elles sont compatibles et ce n'est pas un gros changement d'habitude dans le quotidien. Alors, oui, c'est à peu près ça dans l'équivalence. En fait, 1 litre de carburant, c'est équivalent à 10 kWh d'énergie. Je vois que vous avez de bonnes connaissances, Daniel, c'est ça. 10 kWh d'énergie électrique. Donc, en fait, ça fait une conso à peu près équivalente, oui, à 1,5 litre au 100, à peu près, si on veut faire une équivalence énergétique avec un véhicule thermique. Mais encore une fois, hein, ce qui est intéressant dans cette utilisation,
c'est que vous pouvez l'optimiser encore ce coût de fonctionnement. Vous pouvez aller chercher des bornes gratuites. Vous avez des tas de solutions qui permettent d'optimiser encore ce coût de fonctionnement. Voilà, et ben écoutez, on a terminé. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais clôturer et fermer cette session dans 2 ou 3 minutes. Encore merci pour votre participation. J'espère que vous avez eu plein d'infos. N'hésitez pas à consulter, à poser des questions à nos conseillers commerciaux. Tout ce que je vous ai dit, ils connaissent ces infos. La majorité d'entre eux, par exemple, c'est moi qui les ai formés avec d'autres, avec plein de collègues, bien entendu, mais voilà, ils connaissent ces infos-là, ils sont à même de vous répondre, donc n'hésitez pas à les consulter et à aller plus loin dans la démarche. Rappelez-vous, c'est votre utilisation qui va être importante dans le choix d'un véhicule électrique. Je vous remercie, merci pour vos petits commentaires, merci à vous. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, et sollicitez bien nos conseillers pour aller plus loin dans la démarche. Merci beaucoup. Merci, merci. Hop, les questions qui ont été posées dans le chat, on va pouvoir les récupérer et on va pouvoir vous répondre en détail pour apporter à chaque fois une réponse précise. On va pouvoir faire ça. Bonne journée à toutes et à tous. Vous allez pouvoir récupérer l'enregistrement de la présentation lorsque ce sera terminé, lorsque j'aurai clôturé. On va pouvoir récupérer tout ça. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci pour vos petits messages. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Je vais clôturer la diffusion et ensuite vous pourrez récupérer l'enregistrement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.